On en est déjà à notre 91e épisode, 91e si vous préférez. Les technos sont de retour cette semaine. Et les technos, cette semaine, sont ici. D'un côté, nous avons Sébastien. Salut Seb. Et puis de ce côté-là, Bruno, depuis Luxembourg. Je tiens à le rappeler, parce qu'on a eu des remarques la semaine passée, j'en avais un petit peu parlé. Nos petits camarades là, même si ça a l'air très, très facile comme ça, très simple, très propre, sont pas en studio avec moi. Ils sont à distance et tout ça se passe via Skype. On a retiré le petit logo Skype qui s'affiche en général ici, parce que c'est un peu plus propre. Et puis, ils nous payent pas non plus pour faire leur pub. Donc, voilà. Pourquoi se gêner finalement. Si vous avez d'autres alternatives pour faire des communications vidéo de qualité, etc., on est preneur parce que, voilà, de temps en temps, on a quelques petits soucis, mais là, ça va. Aujourd'hui, tout fonctionne bien pour ce 91e épisode. On commence tout de suite avec le courrier des auditeurs. Il était nombreux, on a répondu ça et là, que ce soit sur YouTube, sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre blog. Il y a eu quelques réactions aussi sur informaticien.be. J'ai pas regardé, Sébastien. Oui, je veux dire que cette semaine, on n'a pas été triste, avare en commentaire. Il y en a eu un peu partout. Oui, il y en a un petit peu mais des commentaires. Sur plein de sujets. Oui, mais des commentaires fermés, des gens positifs qui disaient qu'ils étaient très contents, etc. Du coup, nous, on est très contents aussi. Voilà, c'est un bonheur partagé. Question qui a été posée suite à ce que Marc, dans le précédent épisode, il nous parlait de radar de recul sur les voitures, me semble-t-il. Et donc, il avait dit que c'était que les personnes étaient complètement transparents pour les radars. Et donc, concernant les voitures équipées de radar, j'y mets des guillemets, de recul. Il ne s'agit donc pas de radar, donc, nous dit William, puisque les personnes sont détectées. Et effectivement, Sébastien, c'est un terme impropre en fait. Quand on dit radar de recul sur une voiture, c'est pas vraiment un radar. Impropre. Incomplet. Incomplet, on va dire. Incomplet. Alors, la réponse sur le blog de Tesla, je vais citer mon ami Marc, qui a été regardé et qui s'est renseigné pour répondre gentiment. C'est en fait, le Tesla n'a pas juste un radar, mais il y a donc une série de combinaisons de sources pour arriver à détecter effectivement le tout. Donc, il y a des infrasons, infrasons. Ça commence mal. Des infrarouges, des ultrasons, etc., etc. Et donc, le tout combiné fait que, grâce à ces sources, on n'écrase pas, effectivement, non plus le piéton. Ou le chat. Ou le chat. Par exemple. Donc voilà, ça c'est la réponse que Marc nous a laissée en commentaire sur notre document de travail. Si vous avez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous réinterroger. On fera peut-être un peu plus de recherche éventuellement si c'est nécessaire. Donc voilà. J'insiste aussi sur vos questions. Si vous en posez, essayez de faire des phrases. Parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc sujet, verbe, complément, parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Donc on ne veut pas être mal poli. On aimerait bien vous répondre, mais si on ne comprend pas la question, ça nous paraît un petit peu difficile, donc on ne s'avance pas trop de ce côté-là. Donc faites juste un petit peu attention. C'est vrai que des fois on tape vite et on fait pas trop attention à l'orthographe ou à la syntaxe, etc. Là on vous demande un tout petit effort et on en fera nous aussi de notre côté, c'est promis. On peut commencer notre abécédaire classique, les petits gars. Ah mais non, mais j'ai une question. Ah, t'as une question, voilà. Notre blogueur breton, notre blogueur, oui, notre jogger. Deux phrases, deux problèmes. Je suis fatigué, les gars, désolé. Et donc, notre jogger breton, il vit toujours. Il n'était pas censé faire écouter le podcast à sa fille ? Si, non, il vit toujours dès le numéro de la première saison. Le premier numéro de la saison. Oh là là, ça va mal. C'est la fatigue pour tout le monde, on dirait, cette semaine. Non, dès l'épisode, je pense que c'était le 89, il a directement réagi en disant pas de souci, je serai à l'écoute cette saison encore, tout en joguant ou en jardinant, puisqu'il jardine également en nous écoutant. Et je pense que c'est pas le seul à s'occuper, on va dire, de cette manière, puisque je le rappelle, c'est un podcast audio aussi et avant tout, disponible sur les différentes plateformes habituelles, iTunes et autres, et aussi une chaîne YouTube et un podcast vidéo. Pour l'instant, c'est un petit peu à égalité entre l'audio et la vidéo en termes de consommation. Oui, quand tu parles de YouTube, on fait pas le truc clique ici pour t'abonner ? Non, ça on fait pas encore. On le fera un jour. Mettre le doigt quelque part dans l'écran et puis après. Le doigt quelque part. Bon, par exemple. Ouh là là, Sébastien est en forme. Allez, l'abécédaire de la semaine. On commence avec la lettre A comme Apple, par exemple. Hein, pourquoi pas. Seb et Bruno vont nous parler de concerts.
Crescendo de macOS Sierra qui est disponible. Qui commence ? Allez, j'en connais le moins dessus parce que je suis pas l'utilisateur de Mac. Donc je vais dire ce que je peux et après Bruno terminera. Ouais. Donc il est dispo depuis hier. On est le jeudi 22, donc depuis le 21. Donc quand vous l'écoutez depuis, faites la soustraction. Et donc il est disponible au téléchargement. C'est gratuit comme les autres mises à jour. Et si vous le faites maintenant, armez-vous de patience. J'ai essayé de le faire hier soir. Ça m'a pris à peu près 4 heures pour le télécharger. Pas parce qu'on a une mauvaise bande passante, mais voilà quoi, on était à mon avis plusieurs millions à télécharger en même temps le pauvre macOS Sierra, pas macOS X. Ouais. Et justement, et donc, alors qu'est-ce qui change ? Il y a pas mal de nouveautés. Il y a Siri qui débarque, sur lequel tu peux demander un peu tout et n'importe quoi, comme si tu le faisais sur ton iPhone. Il y a pas mal d'applications qui ont été améliorées, comme l'application photo qui reprend des développements d'iOS. Donc c'est vraiment toujours un peu la mise à niveau pour que le truc soit cohérent entre toutes les avancées qui sont arrivées sur iOS et le desktop. Et donc ici on parle de localisation de tes photos et des trucs comme ça. Et puis le truc le plus fun que j'ai vu jusque-là, mais il y a encore plein d'autres choses, c'est le fait que tu puisses déverrouiller ton Mac en arrivant avec ton Apple Watch. Donc dès qu'il est à proximité, on considère que tu n'as plus besoin de mettre ton mot de passe, c'est que tu es là pour accéder à ton PC. Alors après, activer ou pas activer, ça dépend un petit peu de la sécurité que tu veux autour de ton portable, mais c'est pas fondamentalement une mauvaise solution. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs. Je sais pas si Bruno en a relevé quelques-uns ou s'il a une... Oui, en fait, ce qui est à noter surtout, c'est le changement de nom. Donc c'est la révolution pour Apple. Ils ont enlevé le X et l'X qui disait quand même que c'était la version 10. Après macOS 9, donc la version 10 a plus ou moins maintenant une bonne dizaine d'années d'ailleurs. Et là, c'est macOS pour être un peu dans la même ligne de nomenclature des autres OS, donc iOS, WatchOS, tvOS, donc pour avoir tout ça au même niveau, dans le même nom. Hein. Voilà. Et il y a, en fait, c'est une des mises à jour de macOS il y a le moins de fonctionnalités. Donc il parle d'une 60aine à peine de fonctionnalités et une fonctionnalité pour Apple, c'est genre avoir les onglets, les tabs dans Safari. Hein. Donc pour vous dire, il n'y a pas énormément de nouveautés. Après, il y a quand même l'idée basique d'un OS qui marche, c'est quelque chose qui soit stable. Donc c'est ça, et macOS est maintenant vraiment un OS stable, ça c'est clair. Il y a des petites mises à jour comme ça, comme Seb l'a fait remarquer, pour justement que tout l'écosystème Apple fonctionne, et ça, il faut le dire, que ça fonctionne. Hein. Et donc, on va pas se plaindre d'avoir un OS qui fonctionne, même s'il n'a pas maintenant des nouvelles couleurs, des nouveaux styles, etc. Donc ça, c'est un peu le contraire de ce que fait un peu Microsoft. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent macOS dans le cadre de leur travail ou à la maison. Mais petit bémol tout de même, je me suis laissé dire que à la mise à jour, alors comme quoi des fois il faut peut-être attendre avant de faire une mise à jour, hein, il ne faut pas se précipiter à la première minute dès qu'elle est disponible, que par exemple certaines applications tierces comme on m'a dit, Adobe Photoshop, certaines fonctionnalités ont été dans les choux le temps qu'il y ait une petite mise à jour côté Creative Cloud chez Adobe qui a corrigé ça. C'était pas bloquant, mais quand même il y avait un petit message d'erreur qui apparaissait pendant un court laps de temps, l'affaire de 1 ou 2 jours, m'a-t-on dit. Alors si tu me mettais, moi j'ai quelque chose à dire sur Adobe, c'est que Adobe on l'utilise pour le Creative Cloud au bureau, sous Windows et d'autres, Mac particulièrement. Et je peux te dire que tu n'as pas besoin d'une mise à jour de l'OS pour que du jour au lendemain, ton Photoshop, il démarre plus. Hein. Donc, alors je sais pas ici le détail, si effectivement c'était à cause de l'OS. Je sais pas, calendrier, c'était sur un Mac, donc... mais voilà. C'était sur un Mac parce que ça c'est rare que ça soit bloquant sur un... Enfin, c'était pas bloquant, hein, c'était juste un petit message d'erreur, mais c'est relativement rare ce genre de choses quand on travaille sur un Mac. Je le dis sans aucune... C'est nettement moins rare sur le Creative Cloud. Hein. Depuis, avant, ils avaient le release chaque année Adobe, on digresse un peu du sujet, mais
mais ils avaient leur release chaque année où c'était vraiment stable, propre et compagnie. Ouais. Et maintenant, c'est des releases très régulières sur le cloud, tu te rends pas vraiment compte, et le lendemain matin, tu lances ton Photoshop et ça ne démarre plus. Et tant que tu peux essayer de revenir en arrière. C'est pour ça que je te disais que sur Mac, moi, c'est quelque chose d'assez rare. Oui, mais pourtant, ils font les mêmes emmerdes des deux côtés. Oui, c'est vraiment, Adobe n'a pas aujourd'hui la qualité sur la sortie de ses mises à jour sur le cloud comme il le faisait avant. Bon, voilà, c'est encore assez récent pour eux. Ouais. Tu voulais rajouter un truc Oui, en fait, tous ces développeurs, tous ces éditeurs de software ont pourtant accès à toutes les bêtas que Apple met à disposition. Donc, c'est pas la faute d'Apple, c'est pas la faute de l'OS, c'est vraiment la faute aux développeurs. Clairement, moi, en tant que développeur iOS et Mac, j'ai accès à toutes les bêtas, je peux tester mes produits dessus. Après, voilà, il faut avoir les moyens, il faut avoir les ressources pour le faire. Bon, je pense que des grandes boîtes comme Adobe l'ont, mais comme Seb le souligne, c'est pas vraiment dû à une release d'OS qu'il y a des bugs. Les bugs, il y en a toujours. Des bugs bloquants, ça arrive malheureusement. Soyons clairs, c'est une question de mise à niveau. Exemple, et tu fais bien de le rappeler, ça dépend aussi du développeur tiers. J'ai du matériel ici dans ce studio qui ne peut pas fonctionner sous Sierra. Donc je reste moi à un niveau passé parce qu'ils ont décidé de ne pas suivre. Mais ils l'annoncent eux-mêmes. Ils disent si vous faites la mise à jour, nous on vous suit pas. Donc votre matériel hardware sera obsolète si vous faites la mise à jour d'Apple. Alors, c'est couillon, hein, parce que finalement, voilà. Tu vois, ils avaient fait par le passé quelques grosses modifs au niveau de l'OS qui pouvaient dire que quand tu changes de driver et que le mec doit travailler dessus. Mais ici, il n'y a pas l'air d'avoir fondamentalement de grosses modifications de ce côté-là. En tout cas, j'ai rien vu dans ce sens. Donc ça le... C'était entre les deux précédentes versions où apparemment il y avait, en tout cas, ça touchait en tout cas à des fonctionnalités que eux avaient besoin. Enfin, et ils estimaient, Presonus pour ne pas les nommer, que ils n'allaient pas aller sur ce terrain-là et pas redévelopper quelque chose de neuf maintenant, alors qu'ils étaient partis eux de leur côté sur une nouvelle branche qui elle fonctionnait avec les nouvelles versions de l'OS d'Apple. Donc voilà, c'est vrai, on en parle là parce qu'on est à la lettre A comme Apple, on pourrait être très bien à la lettre M comme Microsoft et venir avec à peu près les mêmes doléances et les mêmes problématiques. C'est de l'informatique. Voilà, donc est-ce qu'on a le même genre de problème avec iOS 10 ? Parce que là c'est quand même très différent, le mode de fonctionnement et le mode de distribution des applications est différent également, je sais pas. Bruno ? Oui, à noter donc iOS 10 qui est sorti un peu avant macOS Sierra, il a été adopté plus rapidement que les deux précédentes versions. Donc il y a eu que la version 7 qui avait proposé le flat design en premier, qui a vraiment révolutionné un petit peu le monde des utilisateurs d'iPhone. Là, le iOS 10 a assez bien marché apparemment. Les gens l'ont vite adopté et il n'y a pas eu d'énormes problèmes. Bien sûr, il faut toujours garder ces applications à jour. Hein. C'est quelque chose qui est important. Si les éditeurs font des mises à jour, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Si on ne les fait pas en tant qu'utilisateur, on est un peu pas maître de son destin. Hein. Donc, il faut le faire avant de mettre à jour le iOS, mettre à jour ses applications. Même chose pour macOS. Voilà, essayer de mettre à jour d'abord les applications. Mais j'ai vu effectivement déjà depuis hier sortir pas mal de mises à jour au niveau des applications de macOS. Moi, j'utilise effectivement macOS un peu partout. Ouais. Il faut, quand on fait des mises à jour comme ça, il faut être un peu prudent, surtout quand on a plusieurs ordinateurs à disposition. Donc, ne faites pas la mise à jour en même temps sur chaque ordinateur. Ouais, pas être bloqué complètement. Allez-y un après l'autre, testez tous les programmes. J'ai eu le cas effectivement aussi avec des clients, pas pour Sierra, mais pour El Capitan, qui ont mis à jour une dizaine d'ordinateurs dans l'agence d'une agence de communication, mis à jour tous les ordinateurs. Le lendemain, ils se sont rendus compte que les Photoshop ne fonctionnaient plus sur aucun de leurs
Mac. Donc ils étaient complètement bloqués. Ouais. Et là, il faut s'en sortir. Et ils ont carrément dû attendre que Adobe et Autodesk, c'était AutoCAD aussi, fassent des mises à jour pour qu'ils puissent retravailler. Donc imaginez toute une société bloquée à cause d'une mise à jour comme ça qu'on décide de faire sur toutes les machines. Ceci dit, puisqu'on parle encore là de macOS, le downgrade, comme on dit, revenir en arrière, c'est pas si compliqué qu'on le pense. Hein. Moi, je l'ai fait en 2 heures. Ça se fait relativement bien. Il y a une petite procédure à suivre, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et il y a finalement peu de choses à reconfigurer derrière une fois que c'est fait. Mais c'est jamais agréable, évidemment. Ça, c'est clair. On en était à iOS. Oui, Bruno. Oui, donc pour en revenir à iOS 10, donc là on a un peu plus de changements qu'au niveau de macOS. Il y a un peu, ils ont affiné tout ce qu'ils ont essayé de faire dans les précédentes versions au niveau des notifications notamment. Donc tout ça a été amélioré. On s'inspire librement un petit peu plus du monde Android, donc ça fonctionne mieux. Hein. On va dire que ces dernières années, iOS avait tendance à être un petit peu monotone. Là, ça commence à devenir quelque chose de plus vivant avec les widgets qui sont pas sur l'écran où vous avez les icônes des applications, mais bien dans un écran séparé. Mais somme toute, on a maintenant des widgets et ça fonctionne assez bien. Hein. Ça y est, quoi. C'est une révolution. Ça y est, ça marche. Je pense que ça fait combien d'années qu'on a sur le premier Android. On va pas ramener ce débat-là dans ce podcast parce que le faire en dessous. Oui, en commentaire, n'hésitez pas si ça vous amuse. Mais je pense que c'est un faux débat. Hein, une fois de plus, chacun trouve ce qui l'intéresse in fine. Et attention, ces appareils ne sont pas fabriqués pour des geeks, ils sont fabriqués pour le grand public. Et le grand public, il choisit en son âme et conscience, en fonction aussi de son budget. Et donc, il y a pour tous les budgets, pour toutes les envies. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très contents d'avoir un appareil Android, comme ils étaient très contents d'avoir un PC, et qui ne faisaient strictement rien avec, si ce n'est les configurer, les déconfigurer, les reconfigurer, ne passer son temps qu'à ça. Ça les amuse. Ok, voilà. Donc, du coup, ça devient un bon appareil, si c'est pour faire ça. Si c'est pour travailler, pour communiquer, etc., peut-être qu'ils trouveront des fonctionnalités meilleures sur un autre OS. Je sais pas moi, Windows 8. Non, peut-être pas exagérer non plus. Mais je suis un peu en train de troller quand même, là, même si on pas dans les commentaires. Un petit coup, comme ça, en passant, puisqu'on nous a posé la question, tiens, je l'aurais pu le mettre dans le courrier des auditeurs, quelqu'un me posait la question de savoir s'il existait d'autres applications podcast pour Windows Phone 8, sachant qu'ils n'arrivaient pas à nous écouter, à écouter le podcast avec l'application que je pense être native dans Windows Phone 8. J'ai eu beaucoup de mal à répondre, j'ai fait quelques recherches et j'ai pas trouvé grand-chose. Donc je pense que cet OS, il faut passer à autre chose. Mais il y a moyen d'installer Android sur la plupart des téléphones Windows Phone. Eh bien, on fera un hors-série à l'occasion. Oui, donc allez sur le forum XDA, il y a moyen. Sinon, pour terminer sur iOS 10, au niveau de l'adoption, il faut juste voir que les derniers jours, c'est quand même en train de redescendre assez gentiment parce qu'il y a des premières remarques et articles qui disent que il y a peut-être quelques plantages et des gens qui crient un peu dans tous les sens. Donc attendez, si vous n'êtes pas pressé quelques jours de voir que ça marche toujours bien. On va pas se répéter tout le temps non plus. Je l'ai dit ça au début. Hein. Mais tu l'as pas dit que ça plantait. Hein. Non, mais j'ai dit qu'il fallait attendre avant de faire une mise à jour parce que ça pouvait planter. Bon, on passe à la lettre B. Non, c'est pas fini. Et il y a un autre truc sur iOS 10. Attention, il y a déjà un chercheur, alors que le truc est encore tout chaud. Un gars, Luca Tedesco, un chercheur en sécurité, qui a déjà jailbreaké son iPhone sur iOS 10. Alors, il n'a pas publié le truc, mais ça ne saurait tarder pour qu'on puisse avoir donc déjà un jailbreak sur un iOS tout chaud. D'accord. Ok, bon on aura l'occasion d'en reparler, mais j'interdis à tous les chroniqueurs de parler d'Apple la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on a dépassé le quota d'Apple. Donc, sauf s'ils nous font des annonces sur les ordinateurs, parce que c'est aussi attendu, hein, ça c'est dans les tuyaux, on attend des annonces concernant le MacBook Pro, MacBook et peut-être Mac Pro, mais ça c'est une autre histoire, on y reviendra. J'espère que Benoît n'est pas là la semaine prochaine alors. Si en plus je pense, mais c'est pas grave. On fera la passe. 20 minutes sur Apple, c'est bon, merci. Passons à la suite. B comme... Ah oui, ça c'est drôle. Barque autonome. On aurait pu dire bateau autonome également. Je passe la parole à Bruno. Ça se passe à Amsterdam. Oui, voilà. La mobilité
et Mondada, Oui. bien entendu. Là, on aurait pu dire B comme barque, B comme bateau, mais aussi A comme Amsterdam. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la ville d'Amsterdam qui veut, dû au fait qu'il y a beaucoup de canaux à Amsterdam, hein, ils veulent pas se lancer comme toutes les autres villes dans les voitures autonomes, ils en ont rien à faire. Donc, ils vont se lancer dans les bateaux, dans les barques autonomes. C'est génial. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais enfin, c'est juste un projet. Le projet est quand même assez sérieux parce qu'ils le font avec le MIT. Et l'idée, c'est pas des bateaux, c'est effectivement des barques. Donc, c'est comme une plateforme plate. Oui, ouais. L'idée, c'est que ces plateformes donc, se déplacent de manière autonome dans les canaux d'Amsterdam. Mais pourquoi des barques et pourquoi pas des bateaux? Parce qu'en fait, ces barques-là pourraient se combiner pour créer des structures, par exemple des ponts, des quais, en se combinant les unes aux autres, donc de manière complètement autonome. Pour que les auditeurs comprennent bien, ces barques sont un petit peu des structures en puzzle, qui peuvent s'arrimer les unes aux autres en longueur, en largeur. C'est une espèce d'énormes Lego flottants en quelque sorte. Hein. Je disais aussi que c'était aussi il y avait une possibilité d'en faire des barques automatiques pour faire des visites touristiques, par exemple. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Exactement. Donc voilà, on va utiliser cette technologie pour différents besoins, que ce soit un déplacement d'un point A à un point B, que ce soit effectivement des visites autonomes guidées. Donc on va pouvoir définir un trajet dans les canaux d'Amsterdam et après donc l'utiliser pour faire des structures à la demande. Et on parle ici de créer donc des ponts, des quais, des structures comme ça sous quelques heures en fait, le temps d'acheminer ou de se faire rassembler les barques d'elles-mêmes en fait. C'est rigolo. Donc voilà. Et ce qui est prévu, c'est que début 2017, il y aura déjà des premiers tests réels de barques autonomes. Donc la technologie est là, on va l'appliquer maintenant à ce qu'il faut. Voilà. Je voyais que le doigt de Sébastien se dressait, il a une question sans doute. Non, pas une question, mais je voulais juste une remarque, parce que c'est vrai que maintenant qu'on l'amène sur les bateaux autonomes, quand je me promenais avec mon yacht il y a quelques années pour refaire, donc j'avais fait un tour en bateau. Effectivement, j'avais fait quelques semaines avec un yacht pour faire remonter la côte espagnole. Et en fait, le pilote était automatique, mais je te parle d'il y a plus de 15 ans. Et tu disais juste, parce que c'est facile, c'est juste de la flotte, je vais d'un point A à un point B. Et voilà, on est tous d'accord qu'il y a de l'électronique dans les avions depuis très longtemps, il y a de l'électronique dans les bateaux depuis très longtemps, et de la navigation automatique, enfin des pilotes automatiques, c'est pas neuf, le terme. C'est 100 fois plus facile sur de l'eau. C'est sans doute plus facile sur des canaux en plus, parce qu'il n'y a pas le problème de la météo. Il n'y a pas de feu rouge. Il n'y a pas de vagues. Mais il y a des priorités. Mais il y a des priorités. Mais il n'y a pas de piétons. Un code à respecter. Non, mais il y a d'autres usagers. Le problème, le pilote automatique. Un canard. Des petits canards. À Amsterdam, c'est peut-être des personnes qui sont un petit peu dans les vapes. Donc, la question que je me pose à Amsterdam, est-ce que les barques autonomes vont passer par le quartier rouge d'Amsterdam aussi? Ça, je ne sais pas. Ça, il faudra poser la question. Il faudra le programmer peut-être ou hacker la barque. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je hack des barques. Pas facile à dire. Allez, on passe à la lettre B comme Banzai. Ça, c'est pour Sébastien, à mon avis. Je ne vais pas où le mettre, en fait, et on n'est plus dans l'ordre alphabétique. Tu vois, barque, Banzai. C'est ça. On s'en fout. Alors qu'il s'agit en fait de fibre optique. C'est de fibre optique, mais j'avais pas envie de le mettre à F. Je trouvais ça nul. Oui, parce que F comme fibre, c'est vraiment très très attendu, en fait. Fibre, non. Ici, non. Une Banzai, parce que des mecs... Enfin, des chercheurs, soyons polis, ont réussi à balancer une fibre à 1 terabit par seconde. Donc ils ont réussi à échanger des données à 1 terabit. Alors on dit, non, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'on a déjà parlé il y a très longtemps d'un truc. Des chercheurs à Londres avaient réussi à atteindre un débit de 1,125 terabits. Donc c'était quand même assez sympa. Mais c'était fait dans un labo à quelques centimètres d'écart. Donc l'exploit et pendant quelques microsecondes, si je me rappelle bien. Donc c'était vraiment juste une prouesse, mais qui était totalement inutilisable. Ici, c'est des gars de l'université de Munich, et c'est entre deux villes allemandes qui étaient de plusieurs centaines de kilomètres
de distance, ils ont réussi à maintenir ce débit. Donc c'est dans des conditions réelles, avec du matériel expérimental. Hein, donc faut être clair, c'est pas avec du matériel qui existe aujourd'hui pour Monsieur Tout le Monde, mais ils ont fait ça vraiment dans des conditions réelles, quoi, avec des fibres qui sont aujourd'hui tirées dans nos trottoirs. Enfin, donc certains trottoirs. Certains trottoirs, pas évidemment ton trottoir, mais tous les trottoirs au Luxembourg. Oui, par exemple. Donc c'est des débits qui sont extrêmement plus importants que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que les débits théoriques aujourd'hui sont de 1 giga et pas de 1 tera. Oui. Voilà, donc, la technologie évolue, comme on dit. Hein, un jour, on l'aura. Un jour, on l'aura, un jour. On l'aura. On passe à la lettre C, si vous le voulez bien. C'est comme, pas Banzai forcément, Chine, puisqu'on va en Chine avec Bruno. Oui, pour parler d'Apple de nouveau. Non, c'est pas vrai. Si. En fait, je l'ai pas mis sous A parce que justement, je voulais cacher le sujet un petit peu. En fait, c'est un sujet qui parle d'Apple et de Samsung. D'accord. Donc ça va. Donc voilà, on dit toujours Apple, Samsung, c'est les leaders sur le marché du smartphone. Eh ben non, pas en Chine. En Chine, Apple et Samsung sont à la 5e et à la 6e position. D'accord. Donc, ils ont encore beaucoup de chemin à faire. C'est les marques locales, en fait, qui vont le faire. Donc, c'est des marques locales comme UI qui, sous Android, font des produits qui, techniquement, sont vraiment à la hauteur des nouveaux produits Samsung et Apple, hein, qui sont kiff en ce moment, mais qui sont 40% moins cher, et les gens préfèrent acheter du local pour une fois, c'est bien, même si Apple et Samsung sont construits effectivement dans les mêmes contrées, mais les marques locales donc ont cet avantage financier là, et peut-être une ouverture de l'OS un peu plus grande pour permettre justement l'intégration d'applications locales. Donc ceci explique cela, hein. Donc la Chine, un marché encore à conquérir pour ces deux grandes marques là. On avait déjà évoqué cela quand on parlait par exemple de Xiaomi, de UI, des choses comme ça, où ils utilisaient des versions antérieures d'Android, mais avec un hardware d'aujourd'hui et même des fois un petit peu d'avance, qui fait qu'ils avaient des appareils très très performants et qui n'avaient pas de soucis entre guillemets de latence et des choses comme ça, mais qu'en même temps les mises à jour elles traînaient des fois. Hein. Pour pouvoir faire une mise à jour Android sur un appareil chinois, il faut des fois avoir de la patience, non ? Oui, effectivement. Donc mais ça c'est un peu partout sur toutes les marques, à part Apple qui sort directement ses mises à jour sur ses devices. Les mises à jour d'Android, il faut les attendre. Là, il y a la dernière version d'Android qui est sortie il y a pas mal de temps. Les utilisateurs du flagship, on va dire, de Samsung, du S7, doivent encore attendre jusqu'à l'année prochaine. Oui. Donc, vous imaginez, il y a quand même 6-7 mois qui s'écoulent entre l'annonce, entre le lancement de nouvel OS Android et la mise à jour sur un device qui est le flagship de la plus grande marque. Hein. Donc, pour vous citer justement les marques qui sont inconnues pour nous, Européens, attention, l'accent chinois de Bruno. Attention, c'est des marques qui sont quand même européanisées. Donc c'est des marques comme Vivo, Oppo qui ont 13% de part de marché là-bas. Xiaomi aussi 12%. Mais bon, les leaders en Chine sont Huawei. Et c'est Huawei qu'on dit effectivement. Donc j'ai demandé à mes amis chinois, c'est Huawei. Donc moi j'ai demandé à une personne à la cantine. Ils ont 32% du marché en Chine. Donc Apple est encore assez loin de cela, et Samsung aussi. C'est un gros marché, hein, la Chine, ça on le sait bien. C'est un marché. Moi, je veux bien 10% de la Chine. Oui, c'est ça, c'est déjà pas mal quand même. Et c'est la raison pour laquelle au début ils ont commencé à faire des phablettes, hein, les producteurs américains et coréens, parce qu'apparemment les Chinois adorent ça, les appareils avec un écran, on va dire, de grande taille. Apparemment, le public européen commence à l'apprécier de plus en plus aussi, puisqu'on trouve de moins en moins d'appareils du format, par exemple, de l'iPhone 5 ou du SE, par exemple. Bon, bref. Ok, ben voilà, on a fait un peu le tour de cette question chinoise. On passe à la lettre G, si vous le voulez bien, pour parler de Google. Et on commence peut-être avec Sébastien, pour parler de Google, qui nous aide à planifier nos voyages. Et ça, c'est une bonne chose. On en avait déjà parlé ici, avant que ça n'existe, Sébastien, si je me rappelle bien.
Oui, et c'est dispo. On a parlé aussi d'autres applications comme Google Allo, et Google Allo va être disponible dans les prochains jours. Il est déjà dans la plupart des pays. Ce matin, en tout cas, il n'était pas encore en Belgique, mais ça ne devrait pas tarder. Rappelons ce qu'est Google Allo vite fait. Hein, oui. Google Allo, c'était la messagerie vidéo avec chat et compagnie pour essayer d'un peu concurrencer tout le bousin qui existe FaceTime, ailleurs, à la sauce Google. Ouais. Et franchement, le truc a l'air bien fagoté, donc essayez de l'installer quand même sur votre téléphone si vous avez 2 minutes. Ici, c'est pas mal non plus si vous avez envie si vous aimez voyager et que vous n'avez pas de data à l'étranger, ce qui est souvent le cas malheureusement, que vous n'avez pas envie de vous tuer avec le roaming parce que le roaming ne sera gratuit que l'année prochaine et seulement en Europe. Mais imaginez donc vous partez aux États-Unis, vous avez envie de visiter une jolie ville et vous savez pas vous êtes sur place et vous ne savez pas les heures d'ouverture du musée qui est à l'autre bout. Il faut commencer à ressortir ce vieux truc ou avoir planifié tout ça à l'avance. C'était une source de stress et sur place aussi ça vous gâche un peu parfois vos vacances pour essayer de planifier tout votre truc. Et ben voilà, c'est ce que s'est dit Google. Il se dit je vais faire ma petite app avec tout ça en offline sur plusieurs centaines de villes dans le monde et qui t'aide à planifier au fur et à mesure, tout ça toujours en offline avec les places où tu peux aller, comment tu peux réserver, ce que tu vas payer et de faire tout ton trip sur place. Donc c'est vraiment pour essayer de te rendre la vie plus facile et de te proposer même des circuits existants sur base de ce que les tours opérateurs font pour t'aider à visiter la ville dans les meilleures conditions. Donc voilà, ça peut pas faire de mal si vous voyagez d'avoir quelques infos, c'est offline de toute façon. Donc, question tout à fait ouverte que je lisais dans la presse cette semaine, à quel point ça peut faire mal à des éditeurs réputés dans le domaine, genre Guide du Routard ou autre. C'est une question ouverte qui reste comme ça posée, on ne sait pas. Je suis parti je peux essayer de répondre par une expérience perso, parce qu'on a que ça, et puis c'est le but de notre podcast. On est parti à Londres début d'année, et effectivement, on avait plusieurs générations avec nous, grands-parents, moi et des enfants. Et les grands-parents étaient partis avec le bouquin, en essayant de dire on va aller voir tel truc. Moi je suis parti avec mon téléphone en poche et effectivement quelques apps que j'avais téléchargées sur Londres, des guides et des trucs qui étaient plus ou moins bien foutus. Et sur place, en fait, on a fait qu'après la fin du premier jour, utiliser que mon téléphone parce que l'autre truc était totalement dépassé. Donc pour te dire que pour aller du point A au point B, il me disait exactement, tu dois faire 200 mètres à droite, 50 mètres à gauche, tu prends la deuxième, et là tu as ton bus qui t'attend pour aller exactement où tu veux, versus le guide où tu es là, nom de Dieu, elle est où la ligne pour aller, et pendant ce temps-là, tu as déjà perdu 3 bus, quoi. Donc là, le truc était vraiment exceptionnel. Pour les transports en commun, pour les ouvertures, pour les restos, tout était vraiment 100 fois plus facile. Donc, en plus, avec une version relativement récente des informations, donc si une ligne de bus a été déplacée ou des choses comme ça. Avec les travaux, je récupérais tout à chaque fois, un Wi-Fi de temps en temps. C'était vraiment qu'un vieux guide papier qui est à son édition de 2011, par exemple, ne pourra jamais en tenir compte. Donc c'est déjà un début de réponse. On reste chez toi. Peut-être c'est pour parler de tout à fait autre chose, mais ça reste chez Google, bien sûr. Avec cette information concernant YouTube qui jouerait à la censure. On a vu cette jeune youtubeuse s'indigner d'une relation qu'elle avait eue avec un employé de chez YouTube. Ben, dis donc, elle a eu une relation avec un employé de chez relation YouTube. verbale, c'est pas nécessairement tout n'est pas sexuel entre les hommes et les femmes, Seb. Préviens quand même. Oui, je sais bien, dans ton monde peut-être, mais pas dans le... Dans le monde IT, quand on voit une femme, c'est forcément sexuel. Mais j'imagine, oui, je le suppose, c'est pas mon milieu. C'est comme ça, mais tu peux rien, toi tu en vois trop peut-être, tu n'as plus l'habitude. Non, j'ai plus... voilà. Femme. Et donc Laetitia avait été sélectionnée par YouTube pour faire des interviews, une interview de Jean-Claude Juncker qui devait être diffusée non seulement sur Euronews et en même temps sur YouTube en direct. Et donc la fille, c'est une blogueuse connue qui est plutôt militante, hein, donc pas politicienne, mais plutôt militante dans d'autres domaines. Et donc elle a préparé ses petites questions, elle a été voir et juste avant de l'interview, un gars de chez YouTube lui a dit gentiment, mais écoute, c'est déjà une question très difficile à répondre pour Monsieur Juncker, donc tu parles de lobby des sociétés à un moment, tu ne vas pas non plus te mettre à dos la Commission européenne et YouTube, et tous les gens croient en toi. Et alors là, c'est le pire qui arrive, c'est enfin, si tu ne comptes pas faire long feu sur YouTube. Donc on n'était pas loin de la menace de ton compte va disparaître si tu commences à
à nous emmerder dans les interviews avec des gens comme le président de la commission. Donc tout ça a été filmé en caméra cachée par un proche à elle, et elle a diffusé la vidéo, et elle a posé sa question effectivement à Jonker comme si de rien n'était, et sa chaîne est toujours là. Donc YouTube ne lui en a pas tenu rigueur. Que du contraire, si j'ai bien compris. Que du contraire, parce qu'ils lui ont proposé un contrat après pour faire ambassadrice YouTube pendant un an, donc où elle serait payée pour faire un certain nombre de vidéos, ce qu'elle a refusé en se disant ici l'expérience est assez négative sur ce que j'ai eu de YouTube, donc elle se pose probablement certaines questions. Donc ça pose après des questions pas mal sur la plateforme par rapport aux chaînes actuelles, ou les chaînes qui ont une certaine rigueur, une certaine éthique, et les plateformes en ligne où on a YouTube et Dailymotion et d'autres, où c'est pas tout à fait la même cour. Là on est vraiment dans du commercial et sur de la vidéo, et enfin, je pense qu'il y a encore un monde de différence entre les médias, et aujourd'hui ça ne donne pas forcément une bonne image de nos médias en ligne sur ce qu'on peut avoir comme qualité d'information. Je voyais Bruno s'agiter, entre guillemets. Oui, parce que M. Juncker, c'est quand même un luxembourgeois, donc j'ai le droit de réponse aussi. Non, c'est pas lui qui est attaqué sur le coup, hein. Enfin c'était un des acteurs du truc, c'est plutôt YouTube qui est responsable. Mais effectivement, mais un peu pour me mettre un petit peu du côté de YouTube, j'ai regardé l'interview quand même avec intérêt. Il faut dire que la chroniqueuse... c'était la Kalachnikov qu'elle y allait, hein, ou bazooka, quoi. C'était vraiment très 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 bas comme niveau, et très très naïf. Hein. Donc voilà, c'était... face à quelqu'un comme au président de la Commission européenne quand même, c'était quand même c'est comme on prenait quelqu'un dans la rue quasi, et on faisait faire une interview. Donc voilà, après s'il y a un petit filtrage des questions à faire avant, je pense qu'il faut quand même relever un petit peu le niveau. Là elle a fait ce qu'elle a voulu faire, je pense, et c'est du niveau de beaucoup de blogs, de vlogs, qu'il y a effectivement sur YouTube, et je pense que YouTube a voulu en fait un peu la faire taire en lui proposant ce contrat d'ambassadrice, hein, je pense. Ouais, c'est pas le point. Attends, si je peux me permettre, je pense pas que ce soit nécessairement pour la calmer ou autre, mais pour essayer d'arrondir un petit peu les ongles, parce que c'est vrai que il y a eu discussion sur la question, et c'est pas à l'avantage de YouTube en l'occurrence la manière dont les choses ont été tournées. D'un autre côté, c'est vrai que j'ai entendu les questions de la jeune fille. Moi, je suis assez client de l'impertinence entre guillemets, mais là c'était une impertinence un petit peu désuète, un petit peu puérile. Enfin, ça manquait de forme, ça manquait de style, et donc voilà. Mais sur le fond, maintenant, voilà. Je suis désolé. Après, on aime ou on n'aime pas la fille, et son style. Elle a une série de fans qui regardent ses vidéos, et c'est son style, et c'est ce qu'elle fait, quoi. Et donc après, on aime ou on n'aime pas, c'est comme tu vas préférer regarder TF1, RTL, France 2 ou que sais-je, parce que ils ont des éditoriaux différents. Et donc ici, elle s'adresse à un public qui a un certain âge, qui n'est pas nous, on n'est pas son public. Et donc je comprends que ces questions nous paraissent peut-être déplacées, mais je ne trouve pas ça acceptable qu'un gars de YouTube lui dise qu'elle peut pas poser les questions comme elle en avait envie, sous peine d'avoir effectivement une réprimande de la part de YouTube. Après, s'ils n'avaient pas envie d'avoir ce type de questions, eh bien, ils devaient ils devaient choisir leur youtubeur autrement. Mais voilà, après, l'attitude était inacceptable. Oui. Enfin, c'est de nouveau. Enfin, il y a aussi une petite couche de parano local entre guillemets, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Je regarde un petit peu sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux de manière générale, où certains n'hésitaient pas à avancer l'idée que c'était peut-être un petit peu pipoté de la part de la fille, qu'elle avait chargé la mule un petit peu volontairement, justement pour créer un buzz entre elle et Jonker, et que finalement c'est entre elle et YouTube que ça s'est passé, mais elle était contente parce qu'elle avait son petit moment de gloire, son moment de buzz. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, une fois de plus. Ceci dit, elle avait quand même prévu de se faire enregistrer en caméra cachée par un pote, donc quand on fait ça, c'est qu'il y a une intention derrière, hein. Il faut pas non plus prendre les gens pour plus cons qu'ils sont. C'est des youtubeurs aussi, hein. Ils ont une déontologie à géométrie variable, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça donne le niveau de ce
qu'on a du coup sur YouTube par rapport aux médias traditionnels. Ouais. Je dirais qu'on a encore quelques belles années pour les médias traditionnels, pour les, si je peux me permettre, les vieux cons comme nous. Peut-être, ou comme toi. Non, mais voilà, je pense qu'on n'ira pas au bout de l'idée. Hein. Une fois de plus, ce podcast n'est pas fait pour. On aurait peut-être l'occasion un jour de faire un hors-série, une grande table ronde avec les chroniqueurs pour en débattre et faire un petit peu la table ronde, la table des chevaliers, mais avec quelques avis divergents également, et peut-être de parler avec la fille ou parler avec des gens oui, YouTube. Des filles. Et donc, c'est pas possible aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on fera peut-être ça un jour, mais c'est pas le but ici. Voilà, l'actualité, elle était là. On a donné un petit peu notre opinion. En tout cas, ces deux-ci ont donné leurs opinions sur le sujet. On peut passer à la lettre G, toujours, comme Google. Bruno, pour parler du nouveau smartphone Google, bientôt présenté un nouveau Nexus, donc... Et non, c'est pas Nexus. Non. En fait, ils ont changé de nom, tout simplement. Ils vont plus l'appeler Nexus. Ils vont l'appeler Pixel. D'accord. Oui, en fait, ça va être annoncé officiellement le 4 octobre, donc pas trop longtemps. Donc, Google a publié une vidéo où on voit la barre de recherche Google qui se transforme en une forme rectangulaire, mais plutôt de forme d'un téléphone. Et sur le compte Twitter de Google, ils ont publié, le compte de Nexus sur Twitter, ils ont relayé cette information-là en rajoutant un petit smiley content. Donc, on part du principe que ça sera un nouveau téléphone qui sera annoncé. On en sait déjà un peu plus, en fait. Ce téléphone-là sera probablement construit par la marque HTC et sera disponible sous deux formats, de la même taille que l'iPhone 7 et le 7 Plus. Ah, bon, d'accord. Ok, donc ça va concurrencer directement l'iPhone. Donc, Google veut vraiment concurrencer Apple. Oui, parce que c'est pas nouveau, hein, en même temps. D'un autre côté, je veux pas dire, si je reprends l'histoire, mais mon Galaxy S6, S7 avait la taille de l'iPhone avant l'iPhone. Oui, c'est ça, oui. Donc, avant l'iPhone. Ouais. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, on peut revenir loin dans le podcast. En même temps, c'était peut-être pas la meilleure idée. C'est une idée qui est vécue. On est parti dans un épisode de troll. Hein. Oh là là. Le 91e, il va falloir faire une encoche dans la table ici, je sais pas. Allez, on passe à la lettre H comme hardware, si vous le voulez bien. Et c'est Seb qui s'y colle. On va parler de SanDisk qui débarque avec, de la bombe. Baby. Ah yeah, baby. Ah bah, c'est une petite news, ça a une brève queue, mais malheureusement, j'ai pas encore un prix parce que c'est pas officiel. Non, c'est dommage d'ailleurs, parce que ce serait intéressant. Et les petits gars, ils ont réussi à nous sortir une carte SD extrême de 1 Tera. Ouais. Donc, c'est de la balle quand même. Hein. Franchement, les cartes SD d'1 Tera, les premières, je me souviens, c'était juste à peine quelques mégas, t'étais très content. C'est une extrême, donc c'est avec des débits quand même assez élevés, si je ne m'abuse. Oui. Et alors celle-ci n'est pas tarifé encore, donc c'est du proto, mais les gars, ça va arriver dans quelques semaines, quelques mois. Mais par contre, ils viennent déjà de lancer la 512 qui, elle, est tarifée à $800. C'est cher, hein, mais c'est 512 Go quand même sur une SanDisk. Ça double sur un MacBook Pro, ça vous double votre capacité. C'est ça, et alors ça va faire Tulunk, j'espère que mon ordinateur va le supporter, mais si vous regardez ici, moi j'en ai déjà une de 256 Go, et c'est déjà un avion de chasse à acheter ce genre de truc. Faire juste attention à une chose, c'est que apparemment toutes les applications ne gèrent pas nécessairement des capacités supérieures à, par exemple, 128 ou 256. C'est le cas, par exemple, de certains appareils photo. J'ai vu ça récemment. Il fallait faire un petit peu attention à ça. Parce que c'est plus des SD classiques, c'est des SD de haute capacité. C'est des SD, alors que je ne dis pas de bêtises, je la reprends. C'est pas des SDHC, c'est des, je ne sais plus, ils l'ont pas écrit. Si SDXC. Voilà. XC, c'est ça, oui. XC. Et donc si ça ne supporte pas les XC, effectivement, alors donc il faut faire un peu attention. Dépensez pas $800 pour ça. De toute façon, $800 pour une carte à 512, aujourd'hui, je conseille quand même d'en acheter des plus petites. Vous aurez moins mal quand votre carte sera complètement exposée. Mais ça devient juste exceptionnel, quoi. On arrive en fait sur une petite carte SD. Ça avance très très vite en fait. Je sais pas s'il y en a un graphique quelque part. Il faudrait chercher ça ou une infographie qui nous montre parce que ça existe pour les processeurs et les vitesses de processeurs par exemple, mais pour les cartes de mémoire type SD, ça doit exister quelque part.
soir, on va essayer de trouver ça. On pourrait faire des NAS, tu vois, avec des cartes SD. Oui, par exemple. Mais ceci dit, on parlait d'une marque un peu fétiche ici, que beaucoup de podcasteurs qui font de la vidéo, MBS et Blackmagic Design, ils ont sorti un appareil il y a 6 mois maintenant, qui est un duplicateur de cartes SD. C'est-à-dire qu'après une conférence, par exemple, à la sortie que les gens aient la conférence en vidéo, on peut comme ça sortir, je sais pas, je crois que c'est 24 cartes SD en même temps qui sont dupliquées et enregistrées. Et donc, c'est dans des racks 19 pouces, une unité. Et comme ça, on peut en mettre un paquet les uns derrière les autres et sortir très très rapidement un duplicata d'une vidéo sur une carte SD. C'est assez impressionnant. Ouais. Ça existait avant pour les cassettes audio. J'ai fait ça à une époque, des duplications de cassettes audio. Mais bon. Tonton Marc va se taire. Tu vois les vieux cons. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est malin. H comme hardware toujours, Sébastien, on parle de Samsung qui de son côté pulvérise des records, mais côté SSD cette fois. Ah, c'est de la balle, encore. Encore, je vous ai sorti des trucs. Alors, au moment où l'article était sorti, c'était le SSD 960 Pro, ça l'est toujours, mais il n'était pas encore totalement disponible en 1 Tera, parce qu'ils ont sorti ça en 128, 256, 512 et 1 Tera. Et eh bien, je vous annonce qu'il y a moyen de le trouver sur des sites en Allemagne en 1 Tera. Les stocks sont là depuis 2 jours. Ouais. Donc, faites-vous plaisir. Pourquoi ? Parce que ce SSD, et je vais venir après que les performances, c'est juste exceptionnel, et il est moins cher que la plupart des autres de la même taille. Parce qu'ils utilisent une technique 3D pour les TLC, donc c'est de la TLC 3D, on a plusieurs couches au niveau de la mémoire, hein. C'est pas juste avant, c'était une seule petite couche, et maintenant Samsung, ils les empilent, et ils ont ici mis 3 bits par cellule, donc voilà, c'est nickel. Et donc c'est de la VNAND qui sort, alors accroche-toi sur les débits, 3,2 térasecondes en lecture et 1,8 térasecondes en écriture. Pas mal. Pas mal, ça sent que tu as un disque de 1 Tera. c'est ça quoi. Donc pour enregistrer de la 4K en vidéo ou de 8K, on est bien tranquille quoi. Et donc en 0,3 secondes, tu peux avoir rempli ton disque de 1 Tera. Et donc les prix alors les prix, c'est pas excessif, c'était entre 300 et 400 euros max, et ça accepte en 400, ça fait 450 000 IO par seconde. Enfin, quand tu regardes par rapport aux disques précédents qu'ils faisaient, leur gamme 850 Evo, qui plafonnait dans les 500 mégasecondes versus 3 Tera 2. Ouais. Enfin, ils ont en un coup, ils ont explosé le bousin. Et même chose sur les IO par seconde, ils étaient à entre 100 et 200 000 suivant ce que tu regardais ailleurs. Ici, ils sont passés à 450 000. Alors, par rapport à des Intel, parce que tu as des Intel SSD qui sont de très haut de gamme, les Intel, il y a pas mal de tests qui montrent que cette nouvelle gamme est supérieure sur certains points et les Intel sont supérieurs sur d'autres. Oui. Hein, donc mais c'est des modèles qui coûtent un bras, contre ici des disques qui coûtent un prix tout à fait raisonnable pour du 1 Tera, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut rester dans des normes raisonnables, on va dire. De prix. Oui, non, tout à fait. Je peux retrouver le prix si tu veux pour les versions inférieures. Le 1 Tera de mémoire était dans les 350 euros, un truc comme ça. Ce qui n'est pas énorme. Hein, non. Pour 1 Tera en SSD. En SSD, effectivement, ça reste dans les proportions communément admises, on va dire. Ouais. Bien, tout ça évolue très très bien côté stockage de données. On passe à la lettre M comme Microsoft. Tiens, Seb, pour parler de l'intelligence artificielle utilisée à des fins, nous on aime bien. Hein. Dès que ça parle santé, que ça aide les gens, que ça peut sauver des gens aussi, ou que ça les soulage, nous on apprécie au premier chef, Sébastien. Oui, et alors on n'a pas encore énormément de trucs comme info, mais il y a deux sujets là-dessus, c'est un début. Microsoft a décidé de se lancer, ils sont pas mauvais dans l'intelligence artificielle, sauf qu'en général leur intelligence artificielle après 24 heures commence à faire des saluts nazis. Mais c'est vrai. Si vous vous souvenez pas, allez voir dans nos anciens podcasts, c'était assez amusant. Ou dans les best of what the fuck, c'est dans un des deux. Ça y était aussi. Oui, c'était repris. C'était sur Twitter et c'était juste phénoménal, mais voilà, donc ils ont ici décidé de reprendre leur intelligence artificielle, d'arrêter de la faire jouer sur Twitter et plutôt d'en faire quelque chose pour aider la recherche scientifique et tout ce qui était recherche contre le cancer.
pour essayer de craquer le code de tous ces trucs et de voir un petit peu la médecine comme un simple ordinateur et comme de simples opérations mathématiques à résoudre. Alors ça va aider aussi au niveau des recherches dans les textes, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a énormément de textes qui sont publiés, mais après quand tu as un patient en face de toi, il faut effectivement retrouver l'information qui est pertinente pour cette personne dans toutes les données de recherche de milliers de personnes. Donc ici, ils ont aussi tout un programme de machine learning pour aller récupérer le traitement qui correspondrait suivant un truc expérimental pour ce patient. Donc ils font énormément de trucs. C'est pas les seuls à travailler là-dedans, alors que je me fais attaquer par mon fond. Hein. C'est bon pour le décor de Sébastien, pour ceux qui n'ont pas l'image, vient de se faire la malle. C'est pas grave. Voilà. Continue. Et donc c'est pas les seuls à travailler là-dedans. Il y a IBM qui travaille avec Watson Oncology. Et alors on a vu, c'était ce matin, ou je pense que c'était ce matin, une annonce de la fondation Zuckerberg qui mettait sur la table 3 milliards de dollars. D'accord. Pour aussi la recherche médicale. Avec Google, qui y est déjà depuis quelques années, en fait, tous les acteurs informatiques aujourd'hui se mettent au médical, que ce soit dans du génétique, que ce soit dans l'analyse d'ADN, que ce soit dans contre le cancer, etc. Il paraît qu'il y a un spécialiste qui a dit à Mark Zuckerberg qu'avec 3 milliards, normalement, on devrait y arriver, à éradiquer la majeure partie des maladies connues que sa fille risquerait d'attraper quand elle sera plus âgée. Parce que c'est parce que depuis qu'il a une fille, il est devenu gaga. Et ça arrange bien tout le monde, en fait, soyons clairs. Et que donc, il ne voudrait pas que sa progéniture attrape des saloperies. Donc, il est prêt à investir, lui et madame, dans la recherche. Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. La technologie a fait un bond incroyable. Et on a dépensé des sommes incroyables sur les smartphones. Si on avait dépensé la même chose en technologie et en pognon que ce qu'on a fait dans les smartphones sur la santé, on aurait probablement une série de maladies. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dire qu'on aurait éradiqué le cancer, ce serait peut-être un petit peu exagéré. On aurait peut-être avancé, il y aurait peut-être des avancées différentes. Beaucoup de trucs. Donc, voilà, il faut voir où sont un peu nos priorités et l'IT, mais c'est aussi un appât du gain, parce que derrière la santé, après, il y a beaucoup d'argent. Énormément d'argent, effectivement, parce que les médicaments ne seront jamais gratuits. Il faut quand même le rappeler également. On va laisser Sébastien un petit peu le temps de remonter les meubles, de réajuster tout ça, parce que Bruno a plein de trucs à nous dire, ce qui va nous obliger à passer, avec plaisir, à la lettre O. O comme obsolescence programmée. Oh, le vilain mot qu'on n'aime pas quand on est geek. Parce que c'est vraiment, c'est un petit peu le truc un peu dérangeant comme ça, qui énerve toujours un petit peu Bruno. Et on va parler de Seb, mais pas le Seb, notre Seb qui se démonte. Seb, le fabricant Seb, c'est ça, c'est de ce Seb-là dont il est question, non ? Oui, tout à fait. Seb, c'est bien. Donc, c'est ça. Seb qui a une réaction inattendue. Pas parce que son décor tombe en morceaux. C'était notre réaction. Parce que, justement, c'est eux, donc la marque française à la base, qui fabrique beaucoup d'appareils électroménagers. C'est ça, vous connaissez. Donc, ils travaillent souvent avec Tefal, donc c'est deux marques qui sont dans le même groupe. Donc, les mêmes produits sortent sur les deux marques. Mais là, en fait, ils ont annoncé que, voilà, ils en ont marre des clients qui passent à d'autres marques parce que leurs appareils qu'ils ont achetés chez eux ne sont plus réparables, parce qu'ils sont trop vieux et donc il n'y a plus les pièces, etc. Donc Seb a annoncé qu'ils vont garantir que si vous achetez un produit de la marque Seb ou Tefal, qu'il sera toujours réparable. Donc ça sera après 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ans, il y aura toujours moyen de réparer. Leur argument, c'est un client qui se fait réparer son objet chez nous, de notre marque, n'ira pas voir ailleurs, donc il restera sous notre marque. Voilà. Donc est-ce que ça va... Est-ce que c'est rentable cette chose? Ça simule ou pas? Rentable, oui, parce qu'il y a toujours le service après-vente, donc ils vont vivre de cette partie-là. Et puis après, ça les fait vendre des produits, bien entendu. Quand on vous dit, voilà, ce produit
produit-là, tu l'achètes aujourd'hui, dans 10 ans, tu pourras encore le réparer. Oui. Voilà, moi, je vais acheter un toaster Seb plutôt. Moi, je suis fan du toaster. Oui, c'est ça. Rappelons que Bruno est un fan de toaster. C'est même une maladie, hein, ça porte un nom, mais on ne le connaît pas. Voilà. Non, voilà. Pour dire d'une expérience personnelle, j'ai vu, moi, revenir dans notre service après-vente de véhicules électriques, des véhicules qui avaient tous, bizarrement, exactement 2 ans. Et ils sont tous tombés en panne dans la même semaine. Voilà. C'est quand même très très bizarre ça. Donc à se poser des questions. Donc là, heureusement, une première marque a pris l'initiative. Espérons que les autres marques vont suivre. C'est assez malin parce que s'ils maîtrisent parfaitement les pièces détachées, qu'elles soient uniques, qu'il n'y ait pas de piratage entre guillemets de pièces détachées, ils vont quand même vendre quelque chose, les pièces détachées. Donc c'est plutôt malin. Et puis il y a toute la procédure du service après-vente qui peut être également rentabilisée. C'est pas mal. En Seb, c'est bien. Voilà. On fait pas de pub pour la marque, mais voilà, c'est parce que eux l'ont fait, en l'occurrence. Mais d'autres le feront peut-être aussi, et on n'en parlera peut-être pas. Mais voilà, c'est peut-être les premiers à le faire. P comme photographie, parce qu'il est temps d'avancer un petit peu, mes petits lapins. Bruno, on va parler d'un professeur de Stanford qui est très généreux avec ses élèves, mais pas uniquement avec ses élèves, avec nous aussi. Oui, ça sera une brève très courte. En fait, c'est un professeur de Stanford qui met en ligne gratuitement tous ses cours sur la photographie. Génial. C'est Marc Levoy, un peu méconnu dans nos contrées. Les amis photographes le connaissent sûrement, mais c'est entre autres une des personnes qui était très active sur les lunettes Google Glass. Mais voilà, ce gars a un CV simplement phénoménal, et donc voilà, il a mis en ligne tous ces cours sur la photo. Donc allez-y, jetez un œil, vous allez apprendre pas mal de choses, c'est gratuit, donc voilà. Oui, si les profs à Stanford en même temps, c'est pas un manchot quoi. C'est qu'il a quand même quelques talents. On passe directement, ça trace à la lettre S comme sécurité, toujours avec Bruno, pour parler de Last.fm qui s'est fait hacker en 2012 et on l'apprend seulement maintenant. Tenez. Et oui. Non, en fait, le hack avait été annoncé il y a quelques années, mais jamais n'avait été révélé le contenu du hack. Et là, bizarrement, maintenant, en septembre 2016, on a vu apparaître justement le contenu de ce hack, et c'est quand même assez phénoménal déjà, parce qu'il y a plus de 43 millions de données de leurs utilisateurs qui ont fuité, et au-delà du fait qu'ils ont quand même tardé un peu à annoncer cela, on vous rappelle que au niveau de ce qui a fuité, c'est les noms des utilisateurs, les adresses e-mail et les mots de passe, bien entendu. Ouais. Donc cette fois-ci, c'est vraiment les mots de passe qui ont fuité. Et au-delà du fait que ça a tardé, il y a eu toute une analyse, vu qu'on avait maintenant des données sur 43 millions d'utilisateurs. Il y a des analyses qui ont été faites dessus sur les mots de passe. On y revient, donc voilà, on va rentamer la discussion d'une des règles en informatique, choisir un bon mot de passe. Ouais. Donc sachez que parmi ces 43 millions d'utilisateurs, il y a plus de 250 000 qui utilisent le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est incroyable. Il y a une centaine de milliers qui utilisent le mot de passe password. Il y a d'autres qui utilisent le mot de passe Last.fm, A9, d'autres qui tapent simplement les lettres qu'ils trouvent sur leur clavier, donc Azerty, QWERTY ou Quartz, peu importe. C'est incroyable parce que c'est 2012, c'est pas les origines de l'internet, c'est 2012, c'était hier quoi en gros. C'est quand même incroyable que même en 2012, les gens n'avaient pas encore eu le déclic de la sécurité des passwords. Je trouve ça assez fou. On a beau leur dire, ils veulent rien entendre, c'est terrible. Donc voilà, c'est quand même utile de savoir, ça nous a apporté des informations quand même sympathiques. Oui. Oui, alors attention, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la législation. Pardon ? T'as un beau décor. Tiens, là, non ? Oui, c'est très bien. je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la législation britannique, parce que Last.fm apparemment est une société britannique. Oui. La législation américaine, en tout cas, impose, elle, de divulguer ce genre de failles, enfin de hack aux autorités dans les X jours et d'en donner les informations sur ce qui a été fait, enfin, sur ce qui a été pris comme données. Il y a des choses équivalentes en Europe.
en Belgique en tout cas aussi, et l'Europe est en train d'imposer ça à toutes les sociétés. Donc si le gouvernement britannique n'avait pas une loi équivalente en 2012, tant mieux pour l'AstFM, sinon légalement il risque d'avoir quelques gros problèmes. Oui, parce que si les utilisateurs se retournent contre eux, ça peut leur coûter bonbon, ça c'est clair. On est toujours à la lettre S, mais pour cette fois-ci pour un tout autre domaine, et la tenue de Bruno a peut-être mis la puce à l'oreille des quelques fans qui nous suivent, et à mon avis ils sont plutôt nombreux. Bruno, non ça c'est Sébastien, Bruno, il a une jolie tenue. On va parler de S comme Star Trek, et Bruno a un superbe polo de trekker. On parle de Star Trek, les technologies qui pourraient bientôt devenir réalité. J'attends avec impatience de pouvoir me télétransporter. Ça ne sera pas pour tout de suite, malheureusement. Mais là, on parle de technologies qui sont dans le théorique possible, on va dire. Oui. Et donc, pour fêter les 50 ans de la franchise Star Trek, et c'est les Trekkies qu'on n'y est pas les Trekkers, juste pour te corriger. Mais voilà. Les Trekkers, c'est les chiens, c'est avec les chiens de traîneau, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Exactement. Ça, c'est les Trekkers. Donc là, les concepteurs de la série ont un peu divulgué, conjointement avec la NASA, sur, entre autres, certains projets qui sont vraiment en cours de développement et qui pourraient bientôt voir le jour. Mais bientôt, on parle de quelques dizaines d'années, donc finalement presque demain. Donc notamment, par exemple, le fait de pouvoir voyager plus rapidement, sans forcément d'utiliser un combustible comme on le connaît de nos jours. Donc là, il y a des recherches, il y a des propulsions électromagnétiques qui sont en cours de développement. Donc très bientôt, on va pouvoir voyager beaucoup plus rapidement dans l'espace, comme dans Star Trek où on voyage plus vite que la lumière, chose qui théoriquement est encore impossible, mais bon, le savoir scientifique évolue quand même assez rapidement là-dessus. Donc, notamment pour le voyage vers Mars, qui est quelque chose de très très actuel. Ça va écourter de plusieurs mois ce voyage-là. Donc, si jamais ce système de propulsion électromagnétique fonctionne, voilà. Mais c'est pour demain, on va dire. Ça, c'est une des choses qu'on annonce pour demain. L'autre chose qui, elle, est déjà réalité pour les fans de Star Trek ou autres séries de films de science-fiction, c'est les armes à laser. Donc, les phases dans le monde de Star Trek, ça, c'est bel et bien déjà réalité. Des chercheurs chez Lockheed Martin, donc ils font par exemple des avions camouflés, ont réussi à produire un laser qui n'est pas de taille d'un pistolet, bien entendu, il y a la taille d'une remorque, d'une caravane, on va dire, mais avec pas ce facile laser à dégainer. Non, pas facile, mais quelque chose de transportable sur un champ de bataille finalement. Ils ont réussi à détruire un missile. Avec un laser de cette taille-là. Donc voilà, dans quelques années, ils vont pouvoir miniaturiser cela assez pour que ça devienne une arme que le personnel pourra utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir demain, je dirais. Il y a d'autres point dans Star Trek où on est carrément déjà un peu en avance par rapport au planning de Star Trek, parce que Star Trek se joue dans le futur, mais il y a un vrai planning qui a été élaboré par les scénaristes, et notamment par exemple tout ce qui est camouflage optique. Donc là on arrive déjà apparemment à camoufler les petits objets, pas des grands objets, pas des vaisseaux. Les vaisseaux n'existaient pas encore, mais ça c'est pas grave. Mais des petits objets, on arrive à les camoufler de manière optique. Avec des caméras, des systèmes. J'avais vu un truc où la surface d'un petit véhicule, effectivement, n'était qu'en fait qu'un espèce d'écran global, et qu'il y avait des capteurs, des caméras un petit peu partout, et qu'en fait c'était une fausse impression. La transparence, c'était juste qu'on nous montrait ce qu'il y avait derrière le véhicule, en gros. C'est un peu ça l'idée, je pense. Exactement. Et puis d'autres aspects comme par exemple la colonisation de Mars, on y revient. Et notre ami Elon Musk a sorti un sujet là-dessus justement ces derniers jours, qui dans le monde Star Trek
soi-disant, devrait commencer en 2103, là, ça sera probablement dans quelques années que ça sera le cas. Donc là, on avance par rapport à ces prédictions, on va dire, ces inventions qu'on retrouve dans les films, dans les romans, dans les séries. Et justement, à ce propos, on peut en parler déjà maintenant, même si on l'a pas encore mis en boîte, mais c'est dans nos intentions avec Bruno d'enregistrer un hors-série spécial sur les technologies qui sont justement inspirées de la fiction, comme Star Trek, comme Star Wars, comme d'autres films de science-fiction. C'est Stargate, par exemple, oui. C'est bien connu. Tout le monde a une porte des étoiles dans son frigo maintenant. Mais non, il y a des choses comme ça dans le cinéma, dans l'univers de la science-fiction qui existent aujourd'hui ou qui vont exister, qui ne seront d'ores et déjà plus de la science-fiction. On se dira, quel bête film. Effectivement. Tu vois, vos enfants, les petits-enfants diront, mais qu'est-ce qu'ils étaient bêtes à cette époque-là. Donc voilà, on en fera un hors-série, ça a besoin d'être un petit peu documenté. Si vous, de votre côté, vous avez des idées aussi, apportez-les, n'hésitez pas, on s'en fera l'écho avec Bruno prochainement. Mais les pyramides qu'on trouve dans Stargate, ça existe déjà. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, c'était la référence au passé qui était... oui, d'accord. Mais on est tous d'accord que ce sont des extraterrestres qui les ont construites. Voilà. Des fainéants d'ailleurs, parce que sinon ils auraient fait des cubes. On peut passer à la suite peut-être. On n'arrête pas de dire des bêtises dans cet épisode 91, c'est terrible. On en est déjà à la lettre W. W comme Wi-Fi, voilà. Comme ça c'est dit. W comme Wi-Fi. Et je repasse la parole à Bruno pour parler de ce qui se passe à New York pour l'instant. Oui, W comme Wi-Fi. En fait, il s'agit ici de bornes Wi-Fi. Donc, en fait, toutes les bornes téléphoniques à New York ont été remplacées depuis janvier par des nouvelles bornes Wi-Fi qui permettent de consulter des informations sur un écran sur la ville de New York, de recharger son smartphone sur une prise USB, et oui, mais aussi sur un périmètre de 30 mètres, d'avoir accès à du Wi-Fi gratuit. Une bonne idée, c'est pour ceux qui voyagent à New York, d'avoir un Wi-Fi gratuit autour de ces bornes, sauf qu'il y a un petit problème, un petit souci. Ces bornes ont tellement de succès et surtout ont du succès parmi les sans-abri qui prennent ces bornes Wi-Fi comme leur maison, on va dire, pour justement surfer sur Internet avec des smartphones. Et oui, les sans-abri ont aussi des smartphones. À New York, et en plus, ils peuvent les recharger gratuitement, donc il n'y a pas de souci. Mais alors, c'est ce qu'ils consultent qui est intéressant. Parce qu'ils consultent du porno, en fait. Voilà, exactement. Donc, ils ont consulté surtout des films pornographiques, des films avec des madames. Voilà. Et les riverains ne sont pas très contents de ça. Juste, il y a un attroupement de ces gens-là qui abusent de quelque chose qui est censé quand même aider tout le monde dans la ville de New York. Voilà. Malheureusement, une bonne idée qui est mal utilisée. Oui, et on dit merci qui ? On dit merci qui ? Voilà. Merci Jackie Michel. Et de l'autre côté, Poutine en Russie lui a interdit l'accès aux sites, certains sites pornographiques parce qu'il veut relancer le mariage. Donc voilà, chacun trouve un petit peu sa motivation là derrière. Allez. Attends, avant que tu fasses ton truc, j'ai quand même retrouvé une news importante. Oui. Le prix du 1 Tera de Samsung. Malheureusement, je me suis trompé sur un point. C'est effectivement le prix est correct. C'était en dessous de 400, c'est 398 auquel j'ai trouvé. D'accord. Mais c'est hors TVA, évidemment. Moi, j'achète hors TVA en entreprise, donc c'est un tout petit peu plus cher. D'accord, ok. Désolé. Bon, on retouchera la TVA dans ce cas-là. Ok, bon, on peut passer à la lettre W cette fois, mais comme... what the fuck, si je puis me permettre. On va parler avec Bruno et Seb d'ailleurs de l'Internet nord-coréen. Ah oui, on a appris ça tout à fait récemment, parce qu'en plus de ça, on nous dit que quelqu'un veut la fin de l'Internet, et peut-être que ce serait les Nord-Coréens. Mais alors, quand on apprend ce qui se passe du côté nord-coréen au niveau des réseaux Internet, c'est quand même pas triste. Qui s'y colle Sébastien ? Ah ben voilà, il a levé le doigt en premier, c'est Bruno. Oui. Figurez-vous qu'il y a énormément de sites Internet, on va dire intranet, en Corée du Nord, parce qu'il y en a exactement 28. Terrible.
Voilà. Donc, il faut savoir qu'effectivement, l'utilisation d'Internet est complètement interdite en Corée du Nord, mais ils ont quand même donné le droit à certains sites, apparemment, d'exister. Et il y a eu une fuite au niveau de configuration. Donc, on a encore accès à certains sites. Je les ai testés tout à l'heure. Ah oui. J'ai eu accès à un site de cuisine nord-coréenne. Ça avait l'air assez appétissant. Bon, je comprenais pas grand-chose, mais bon, je voyais les images. Mais il y a quelques sites qui ont fuité comme ça. Ils en ont 28. Savoir qu'il y a notamment un site de l'université, un site de cuisine, etc. Mais il n'y a pas grand monde qui a accès à ces sites, il faut vraiment le dire. Il y a les universités qui ont accès à ces sites-là et quelques cybercafés qui existent dans la capitale, mais c'est tout. Tout le monde n'y a pas accès. Hein. C'est très réservé à une certaine élite, je pense, dans ce pays. Internet qui ne s'appelle pas Internet, d'ailleurs, je pense, chez les Nord-Coréens, ça s'appelle étoile brillante ou un truc dans ce genre-là, enfin un truc un peu imagé, un peu coloré, un peu farfelu aussi, il faut bien le dire. Je me suis dévoué à essayer d'ouvrir une série des sites en découvrant donc, l'article. Sur les 28, j'en ai quand même une dizaine qui se sont ouverts. Moi, j'ai quand même accès à pas mal de sites, mais c'est essentiellement des trucs de tourisme d'une manière ou d'une autre, et des trucs d'avion, donc si tu veux des compagnies aériennes pour tes vols, etc. Les designs sont plutôt années 90, avec des scripts plutôt... voilà, il manque plus que le petit chaton qui passe de temps en temps au milieu du truc, c'est assez moche. Par contre, j'ai regardé le code source parce que voilà, j'ai pas pour voir qu'est-ce qu'ils utilisent comme techno un tout petit peu. J'ai pas regardé au niveau du serveur, mais c'est vrai que j'aurais dû regarder aussi. Au niveau des scripts, ils utilisent quand même du jQuery assez récent, donc les mecs ils ont accès à l'extérieur, ce qui se passe avec des jQuery, Lightbox et compagnie. Par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que je n'ai pas accepté quand même, c'est que quasi un site sur deux utilise encore du Flash, et comme il y a quand même pas mal de failles, je suis pas très chaud pour pouvoir aller activer du Flash venant d'un site nord-coréen. Pas déconner non plus. C'est ça, c'est un petit peu particulier. De toute façon, là, on est détecté, on a surfé sur les sites nord-coréens, voilà, c'est fini. Hein. C'est ça, vous êtes grillés les mecs. Bon, ben voilà, c'était notre 90. Je sais même ce qu'ils utilisent. Oh, Dieu, ça arrête plus de bouger. Comme serveur web, en fait, ils utilisent des Apache sur Red Star 3. À mon avis, ça Red Star 3, je ne sais pas ce que c'est comme distribution Linux. J'ai l'impression que ça doit être un truc un peu modifié maison, non? C'est possible, oui. Si quelqu'un sait ce que c'est Red Star 3... Il faut quand même rajouter un truc, c'est que si ça se trouve, le président nord-coréen va encore nous accuser, nous, l'Occident, de piratage, de vouloir la fin, parce que en fait, comme tout le monde y a accès, et que ce sont des serveurs, à mon avis, qui tiennent sur des machines qui n'ont pas... Ah oui, non, ils sont tous en train de s'éclater. Ils sont tous en train de s'éclater les uns derrière les autres, donc pour eux, c'est un espèce d'énorme piratage. L'Internet est en train de mourir, l'étoile brillante est en train de s'éteindre, c'est la fin d'un monde, donc voilà. Je découvre, si tu me permets, une actualité en même temps qu'on vous en parle. Donc Red Star OS, dont j'avais jamais entendu parler, Red Star OS est effectivement un système d'exploitation nord-coréen basé sur Linux et qui ressemble un petit peu à OS X sur les interfaces. Donc c'est une version modifiée et inspirée. Voilà, donc... Eh bien, c'est du beau. Moi, je dis chapeau. Ah non, mais avec les moyens qu'ils ont, ou qu'on leur donne, on ne sait pas... Non, mais il faut voir les sites, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Non, ils n'ont pas énormément de moyens. Je pense que le provider de la Corée du Nord, c'est la Chine, non? C'est pas par la Chine que passe toute la communication, quand en tout cas ils veulent avoir accès à un certain Internet, le nôtre en l'occurrence. Donc voilà. On a fait le tour de toutes ces questions techniques. Et donc totalement dispensable. Reprenez une vie normale dès que vous le pouvez. Allez vous promener, respirez, voilà, c'est l'automne. C'est une période merveilleuse où les arbres deviennent un peu rouges, machin, etc. Soyons un peu politiques. Fumé, toi, ce soir. Non, mais il faut un petit peu remettre les choses comme ça, être un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus... c'est pas ça qui compte. Bon, allez, Sébastien, passe une bonne soirée. Et à très bientôt. Bruno également, profite bien de cette base à Luxembourg, il fait merveilleux en plus à cette période de l'année. Dis bonjour à Juncker pour nous. Oui, dis bonjour à ton ami. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.